أول شيء merci على حضوركم, merci d'être là. Je suis Anastasia Gemali Soye, professeur à l'Université Saint-Joseph. Je suis économiste de formation de départ et j'enseigne les relations internationales. J'ai appris hier que j'allais faire 2 interventions, une à 3 heures, une à 4 heures. Donc il est possible que les informations ne soient pas toutes précises. Et les manifestations de la crise économique, on les connaît. Maintenant, ce que nous allons essayer de voir, c'est quand on parle de réforme, ça veut dire quoi? Réforme dans la société. Un parti politique vient présenter un programme et il trace généralement et construit une politique dans laquelle il y a plusieurs étapes. Il y a du long terme, il y a une vision à long terme, يعني بيكون في رؤية اقتصادية على المدى البعيد، بيكون في مراحل على المدى المتوسط، donc des étapes intermédiaires, et puis il y a peut-être aussi des mesures immédiates à prendre. Si l'on prend le cas des pays d'Asie, les pays d'Asie du Sud-Est, les pays d'Asie du Sud-Est, quand ils ont construit leur politique de développement dans les années 70, ils se sont construits une stratégie. Parce qu'il y avait une nouvelle donne après le choc pétrolier, etc. Et donc ils se sont construits une stratégie et ils se sont dit, voilà, dans 20 ans, dans 25 ans, voilà où on veut arriver, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut comme infrastructure, qu'est-ce qu'il faut comme accords internationaux, etc. On peut construire une politique économique et qu'on commence à parler du long terme. On fait une projection, où est-ce qu'on veut mener le pays dans 25-30 ans, à quoi il doit ressembler. Donc on fait une analyse des marchés mondiaux, de la région, des pays de la région, etc. Et à partir de là, on définit les secteurs qui doivent être encouragés. Comment les encourager? Avec une politique budgétaire, avec de l'endettement, avec quoi? Il y a des secteurs qu'il faut préparer, il y a peut-être des infrastructures à préparer. Si je prends le cas des pays d'Asie, par exemple, il a fallu construire tout un réseau d'infrastructures, de communication, mais il y a du financement à obtenir et donc il y a des plans à présenter, etc. Si je prends le cas du Liban, la seule fois où il y a eu une politique de très grande envergure, c'était dans les années 60, à l'époque du mandat du président Fouad Chahab. Le président Fouad Chahab a fait venir une mission étrangère, la mission IRFED. Je ne vais pas tout répéter, quand on fait une politique économique, il faut se projeter à long terme et monter une stratégie de grande envergure. En général, dans les démocraties modernes, c'est le travail des partis politiques de faire ça. C'est les partis politiques qui font ça, qui font ce travail d'études de recherche, avec bien sûr la contribution de l'État. Et lorsqu'ils sont au pouvoir, ils mettent en place leur programme. D'accord? Donc, bon, je ne vais pas m'attarder sur les détails pour donner des exemples. Si vous regardez ici les différentes élections qui se sont succédées, les élections parlementaires qui se sont succédées dans les 15 dernières années, 2005, 2009, 2018, pour ne pas aller encore plus loin, aucun parti politique n'a présenté un programme économique. Qu'il soit du 8, ou du 14, ou du 25, ou du 32, aucun parti politique n'a présenté un programme économique d'envergure et aucun n'a présenté une vision. Donc, le résultat, c'est que quand ils arrivent au pouvoir et quand ils sont élus et qu'ils forment des gouvernements, ces gouvernements n'ont pas de vision commune et il n'y a pas de stratégie commune. Donc, si je reviens maintenant à la période qui a suivi la guerre. Donc après la fin de la guerre, on a eu des gouvernements qui se sont formés et qui ont construit un modèle économique qui était peut-être qui pouvait à ce moment-là fonctionner, mais maintenant qui ne peut plus fonctionner. Je m'explique. Après la fin de la guerre, le Liban avait besoin de financement pour assurer la reconstruction. Pour assurer la reconstruction. Il avait besoin de financement pour assurer la reconstruction et le financement n'a pas été massif des organisations internationales, si je prends Fonds monétaire international, Banque mondiale ou des pays amis. Il y a eu peu de financement
Parce que l'une des principales exigences de ces États, c'était de dire au gouvernement libanais, collectez vos taxes. Avant de demander notre aide, collectez vos taxes et impôts. Il y avait des milliers ou peut-être des dizaines de milliers d'entreprises qui n'étaient pas enregistrées légalement, qui ne payaient pas de taxes d'impôts, qui ne payaient pas de cotisations sociales. Il y avait des zones dans lesquelles les redevances d'électricité n'étaient pas perçues. Il y avait un taux d'évasion fiscale extrêmement élevé, et ça tout le monde le savait. Et donc, avant de nous aider, les organisations internationales nous demandaient nous-mêmes de faire le nécessaire, ce qui n'a pas été fait pour des raisons politiques. Donc, le résultat, c'est que le déficit budgétaire a continué de se creuser. Il a continué de se creuser et le seul moyen de financer les dépenses de l'État, ça a été d'avoir recours à l'endettement. Donc, l'endettement a été une source de revenus à ce moment-là pour pouvoir financer les dépenses de l'État. Maintenant, d'où venait l'argent? Dans les années 90, avec le retour de la paix, la reconstruction, le travail, il y a eu beaucoup de flux de capitaux qui sont venus de l'étranger, que ce soit des Libanais qui travaillaient, des émigrés qui voulaient investir, ou bien des gens qui venaient des étrangers, des pays arabes qui venaient peut-être investir. Et donc ce flux de capitaux a permis de relancer la machine économique. Les dépôts bancaires ont fortement augmenté et ces dépôts bancaires ont été utilisés massivement pour financer la dette de l'État, pour financer en fait l'État qui avait recours à cet endettement pour se financer et financer ses dépenses. Donc, au départ, il avait besoin de s'endetter pour financer son budget, et puis il a fallu commencer à rembourser, et quand on commence à rembourser, il faut trouver des sources, et donc l'État s'est mis à s'endetter, pas seulement pour rembourser, mais aussi pour continuer de financer le déficit. Donc, chaque année, on avait un déficit budgétaire pour lequel il fallait s'endetter. Et il fallait s'endetter encore plus pour financer le service de la dette. Alors, le problème est quoi? C'est que, étant donné que les organisations internationales ne nous ont pas beaucoup prêté d'argent, les capitaux, la source de l'endettement, c'était les Libanais. Donc, c'était des dettes le plus souvent à court terme, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans, les bons du Trésor, 1 an, 2 ans, 3 ans, à court terme, sans période de grâce et avec des taux d'intérêt très élevés. Et donc vous imaginez combien, avec quelle rapidité la dette a augmenté. Pardon? Alors, alors, à partir de la fin des années 90, 97, 18, donc ici vous avez un petit schéma justement qui vous montre l'accroissement de la dette. 1990, lorsque la dette s'est terminée, le Liban avait une dette publique inférieure à 1 milliard de dollars. 1993, nous sommes déjà à 4 milliards et vous avez une dette qui augmente de manière extrêmement rapide. La partie en rouge, c'est la dette en livres libanaises. Et la partie en bleu, c'est la partie ce sont les dettes en dollars. Alors, pourquoi il y a eu des dettes en dollars, ce qu'on appelle les eurobonds? C'est parce que l'État libanais a fini par se dire que s'endetter à court terme à 14-15%, parfois plus, c'était quand même très cher. Et donc on a commencé à émettre des eurobonds, donc des bons du Trésor libanais en dollars, donc s'endetter en dollars, à plus long terme, et avec des taux d'intérêt moins élevés, mais qui restent quand même élevés. Quand on parle de 7-8% par exemple, c'est quand même cher. Alors, le résultat, c'est que même les eurobonds ont permis de réduire un peu le coût annuel, le poids annuel de la dette, mais elle a continué quand même d'augmenter très vite. À partir de ce moment-là, c'est un modèle qui est basé sur l'attraction des capitaux. Ces capitaux sont placés dans les banques. Alors, il y a quelques investissements. Et au lieu d'être massivement mis à la disposition des secteurs productifs,
ces capitaux étaient prêtés à l'État avec des taux d'intérêt élevés. Et donc les banques se faisaient beaucoup de bénéfices, et continuent de se faire beaucoup de bénéfices, avec peu de risques. Parce que si la banque finance une entreprise en train de se créer ou une start-up, eh bien elle prend un risque. Lorsqu'elle prête à l'État et qu'elle donne 5% d'intérêt aux déposants et qu'elle prend 15% de l'État, dans des chiffres un peu au hasard, eh bien elle se fait quand même des bénéfices, un bénéfice assez confortable et sans prendre de risques. Donc c'est comme ça que le modèle s'est construit, c'est comme ça que aussi les banques ont connu une forte croissance. Et c'est comme ça aussi que l'État, la dette de l'État a aussi connu une très forte croissance. À partir de la fin des années 90, ce modèle a commencé à s'essouffler. Parce que jusqu'à 1996-17, il y avait un moteur économique qui était celui de la reconstruction. Et puis la reconstruction s'est terminée. La reconstruction du centre-ville, vous trouvez, elle s'est terminée, ça a été le moteur économique, mais qui s'est un peu essoufflé. Donc là, on a manqué de moteur économique. Et donc, le taux de croissance a baissé, mais la dette a continué d'augmenter. Et donc, on a eu recours à ce moment-là pour améliorer, disons, et relancer l'économie. On a eu recours aux conférences Paris 1, Paris 2, en espérant faire venir des capitaux, relancer la croissance. Bon, ça a à peu près marché. Excusez-moi, il y a eu du bruit ici, on entend. Mais ils ont aussi alourdi la dette. Ces conférences étaient aussi soumises à des conditions de réforme. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ces réformes aussi n'ont pas été réalisées concernant la privatisation, concernant bien sûr l'électricité, etc. Maintenant, si j'arrive à la période qui a suivi, dans les années 2005, à partir de 2005, à partir de l'assassinat du président Hariri, le Liban est entré dans une phase de perturbation, aussi bien politique qu'économique. Et cette phase de perturbation a bien sûr ralenti les investissements étrangers. Il y a eu des hauts et des bas selon les années. Elle a ralenti les investissements étrangers et ces investissements étrangers sont la principale source finalement qui, de façon indirecte, conduit à financer l'État. Alors, on s'est retrouvé quelques années plus tard avec un modèle économique qui était toujours le même, qui n'avait absolument pas changé, dans lequel on avait peut-être introduit de petites actions par-ci, par-là, mais sans que le système en soi ne soit revu. Pourquoi? Pour de multiples raisons. Parce que les partis politiques n'ont pas joué leur rôle, parce que les responsables politiques eux-mêmes n'ont pas fait leur travail, parce que personne n'a fait un effort de planification, parce que personne n'a planifié à plus de 3 mois ou 6 mois. Le modèle fonctionne, on continue de s'endetter, ben ça marche, et donc on continue comme ça. Mais c'est un système qui, par définition, allait arriver à saturation. Et maintenant, il arrive à saturation. Donc, lorsque je parle de réforme, lorsqu'on parle de réforme ou de politique économique, on parle vraiment d'une vision globale. Et si je regarde et que je compare à ça, les mesures qui ont été proposées par le Premier ministre lundi dernier, on est quand même très très loin de ce qu'on peut appeler une vision globale. Parce que je vais résumer un peu l'essentiel de ces mesures. Première mesure, réduire le déficit budgétaire de jusqu'à 0,6%. Bon, on est dans un état où, depuis 25 ans, on n'a pas fait comment on appelle ça en français? Attends, là, c'est clôture des comptes, je crois. Clôture des comptes, M. Gasparian. Donc, en 2 mots, normalement, quand l'État prépare son budget, à la fin d'une année pour l'année suivante, vers le mois d'octobre-novembre, il est censé faire une clôture des comptes de l'année précédente pour voir qu'est-ce qu'il a dépensé effectivement et sur la base de cette clôture de compte, élaborer le projet de l'année suivante. D'accord? Or, ça fait 25 ans, M. Gasparian, qu'il n'y a pas eu de clôture de compte?
un peu de choses près, depuis les années 90. Donc chaque année, quand on prépare des budgets aussi, parce que pendant une dizaine d'années on n'en a pas fait, chaque année, on prépare un budget et on dépense sans savoir ce qu'on a dépensé ou encaissé l'année précédente. C'est quand même assez ahurissant. D'accord ? Je veux dire, dans un foyer, on ne peut pas faire ça. Comment serait-ce à l'échelle d'un État? Et donc, lorsqu'on parle de réduire, alors ici vous avez un petit graphique qui vous montre le déficit budgétaire depuis 2012. 2012, nous sommes à peu près à moins 4 milliards de dollars. Et puis, ça varie un peu entre 3, 4 milliards, etc. Et comme par hasard, en 2018, nous étions à moins 4 et nous arrivons à moins 6,5 milliards de dollars. C'est le déficit. Ce n'est pas le volume du budget global, c'est le déficit. Ça veut dire recettes moins dépenses. Donc les dépenses dépassent les recettes d'à peu près 6 milliards et demi de dollars. Pourquoi? Parce que, entre-temps, on a voté la fameuse Silsilat Rita Burrawatib. D'accord? Alors, ce n'est pas la seule raison, mais ça a été quand même un élément de poids. Alors, juste pour rappeler, Silsilat Rita Burrawatib, c'est-à-dire la nouvelle grille des salaires des fonctionnaires, et il y en a à peu près 100 000, je crois, des fonctionnaires en incluant les militaires et tout. On a commencé à l'étudier en 2010. En 2010. Depuis 2010 jusqu'à 2018, la Silsilat Rita Burrawatib est passée par tous les partis politiques, même Lejne la Lejne, en passant d'une commission à l'autre. Et les seuls, je veux dire, le plus sidérant dans cette histoire, c'est que 8 ans plus tard, on a une estimation du coût de cette silsilat qui se situe à peu près à 1200, il y avait des chiffres qui disaient 1200 milliards de livres, d'autres 1800, ça veut dire en gros entre 800 millions et 1 milliard 200 millions de dollars par an. Ça c'est le coût de cette nouvelle grille de salaire pour augmenter le salaire des fonctionnaires. Très bien. Lundi dernier, le Premier ministre nous annonce quoi? Que finalement, on a découvert que le coût de cette grille de salaire allait être un peu plus de 2 milliards de dollars. On avait estimé à 800 millions, on se retrouve avec 2 milliards. Donc vous avez une flopée de partis politiques qui ont tous des grands cerveaux derrière eux, qui ne sont pas foutus de calculer, excusez-moi pour le terme, qui ne sont pas capables de calculer le coût de cette grille de salaire. Ils ne font pas une erreur dans une marge de 10%, ils font une erreur dans une marge de 150% quand même. D'accord? Bon. Et on arrive donc avec quelque chose de colossal. Et maintenant, l'État libanais arrive à un besoin boulimique de financement qu'il n'est plus capable d'avoir. Par conséquent, depuis 1 an et demi jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il a fait l'État libanais? Il a imprimé de la monnaie. La masse monétaire en livres libanaises a augmenté à peu près de 50%. Ça veut dire la quantité de livres libanaises qui circulent, à peu près 50%, avec une difficulté à faire rentrer des devises étrangères. Et donc forcément, la valeur du dollar par rapport à la livre va être affectée. D'accord? Donc il y a une énorme quantité de livres libanaises déversées sur le marché. Il y a une énorme quantité de dollars en moins qui arrive à cause de la situation et de l'agrippage du gouvernement, etc. Voilà. Donc, en 2 mots pour résumer, pour schématiser ça, parce que je suppose que vous n'êtes pas tous des économistes, donc j'essaie de vulgariser au maximum. Voilà en gros la situation dans laquelle on se trouve. Okay? Maintenant, si je regarde un peu le projet de 2018, et monsieur tout à l'heure m'a donné quelques chiffres sur le budget de 2019, que je n'avais pas, on a le poids des salaires se situe à 35% du budget, je parle du budget de 2018, on n'est pas encore dans 2018. Le poids du service de la dette est de 32%, vous avez déjà 67% qui sont... Oui. C'est quoi c'est les remboursements de la dette avec les intérêts qu'il faut rembourser. Donc, on a 35% du budget. Pardon?
ce sont les intérêts de la dette. D'accord. Merci, M. Gaspari. Donc, on a déjà 35% qui vont au salaire des fonctionnaires, 32% ou 33% qui vont aux intérêts de la dette, donc on est déjà à 68% ou 67% qu'on ne peut pas réduire. Vous avez 10% des fameux des subventions à l'électricité du Liban, qui est bien sûr super efficace. Donc on est déjà à 77% de dépenses non compressibles. Et puis vous avez quelques dépenses supplémentaires avec uniquement 8% alloués au développement. 8% d'un budget alloué au développement, c'est quand même peu. Et donc ça explique pourquoi l'État ne finance pas beaucoup, disons, les travaux qui pourraient relancer l'économie. Alors, le résultat est que pour 2019, alors les dépenses de développement ont été réduites, d'accord? Le poids de la dette a un peu augmenté, et on se retrouve dans une situation où l'État n'a plus que des dépenses incompressibles. Et bien sûr, dans ces dépenses incompressibles, je ne parle pas du poids de la corruption. Je passe rapidement dessus parce que vous en avez beaucoup parlé ces derniers jours. Bon, voilà un peu dans quel. Alors, juste pour revenir, et puis après je laisserai la parole à ceux qui voudraient dire quelque chose ou poser des questions. Le Premier ministre donc, nous annonce que le déficit de ce budget va être réduit jusqu'à 0,6%. C'est quand même surprenant, pour le moins, on puisse dire. Lorsqu'on a un déficit aussi abyssal, comment va-t-il le réduire à 0,6%? Je suis d'abord surpris par la précision du 0,6, parce que généralement on se situe dans des marges d'erreur quand même très grandes. Et par conséquent, donc en fait, pour réduire le déficit, il nous annonce que les banques vont, il va mettre les contributions avant, il va mettre les banques à contribution pour un montant de 5 000 milliards de livres. 5 000 milliards de livres, dont une partie sont des taxes et impôts, et le reste c'est quoi? Le reste c'est finalement des dettes. Et donc, on revient en fait au schéma classique. Donc ce qui a été présenté comme étant une grande réforme, finalement, n'est pas autre chose que la perpétuation de ce qui se faisait déjà. Alors peut-être que les banques, je n'ai pas trouvé de précision, donc si quelqu'un d'entre vous en a, ce serait bien. Mais je ne sais pas si les banques vont prêter cet argent avec des taux d'intérêt plus bas ou avec des facilités. Bon, c'est déjà quelque chose, mais c'est quand même une dette. La deuxième question que je me suis posée quand j'ai entendu ça, c'est que, bon, pour le budget de 2020, les banques vont mettre 5 000 milliards de livres. Mais en 2021, on fait quoi? En 2022, on fait quoi? En 2025, en 2030, on fait quoi? Bon, voilà, on est toujours dans le cadre d'une planification à très court terme. C'était amusant aussi de voir la réduction des salaires des députés et ministres de 50%. Bon, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça c'est un peu symbolique, c'est une mesure symbolique parce que c'est pas ça qui va quand même sauver le budget de l'État. Mais je ne sais pas si, disons, comme je disais, une chercheuse française, Agnès Leval, soit les salaires sont extrêmement élevés et qu'en tout cas, ces 50% ne représentent pas grand-chose, soit ils ont d'autres sources de financement et donc les 50% ne représentent pas grand-chose non plus. Donc c'est pas nécessairement un choix, c'est peut-être les deux à la fois. Oui. Là-dedans, il y a les salaires des parlementaires et des ministres et du président de la République. Pardon? Et des présidents. Ils sont connus. Ils sont connus. Moi, je les connais. Moi, je ne connais pas. Je crois que l'indemnité de ministre se situe autour de 8 millions de livres, il me semble. Ça, c'est ce qui est déclaré. Mais enfin, par exemple, parmi les avantages des ministres, c'est de pouvoir aussi acheter des voitures sans payer les droits de douane. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas soumis à cette acte. Je ne sais pas pourquoi on n'y a pas pensé. On n'a pas pensé à enlever ça. Moi, je me demande pourquoi ils ne réduisent pas les revenus et non pas les salaires. Vous savez que les revenus, c'est global. Les revenus gênent les salaires. Les revenus Voilà, des députés et ministres. voilà. Alors, oui, s'ils ont des revenus privés, s'ils ont des revenus privés, ça c'est une autre paire de manches. Maintenant, faut-il savoir où est la source, ça c'est autre chose. Bon, il y a une autre mesure un peu symbole aussi,
c'est de réduire de 80% les budgets des conseils qu'on a jugés un peu inutiles. Il y a les Majlis Minma ou Amar et quelques autres institutions dont certains partis réclamaient l'abolition. Donc, je veux dire, réduire de 80%, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'une institution qui fonctionne, peut-elle fonctionner avec 20% du budget qu'elle avait l'année précédente? Si oui, pourquoi avait-elle 100% avant et qu'on la réduise avant, à 20? Si elle ne peut pas fonctionner à 20, pourquoi la garder? Il y a quand même beaucoup de questions. Diminution de 1000 milliards de livres du déficit de EDL. Tant mieux, si on peut le faire maintenant, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait avant. Et la fameuse loi qui consiste à récupérer les montants qui ont été volés durant les années précédentes. Alors, vous voyez quand même que les mesures sont des mesures très ponctuelles, ce sont des mesures de très court terme, et il n'y a rien, en tout cas, rien n'a été annoncé en ce qui concerne une planification de plus long terme. Il y a quand même quelque chose qui a été fait au cours des 2 dernières années, il y a 1 an et demi, je crois, c'est le fameux plan McKinsey. Et le fameux plan McKinsey est un plan qui est un plan un plan, disons, qui se veut un peu à long terme. Bon, j'ai regardé le plan McKinsey, oui. Le plan McKinsey, bon, il a des avantages, je pense, mais je ne pense pas qu'on avait besoin d'une institution étrangère pour dire qu'on a besoin de relancer l'agriculture, qu'on a besoin de relancer l'industrie, qu'on a besoin de relancer les IT et les services et le tourisme, etc. Bon, merci, en fait, ils ont choisi 6 secteurs à relancer, en comptant également sur la diaspora. C'est pas mal, mais ça, essentiellement, je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'avait pas suffisamment de statistiques non plus. Si je me rappelle ce qu'avait fait la Nice Fed dans les années, à la fin des années 50, ils ont mis 3 ans quand même à aller envoyer du monde dans chaque petit village, à voir ce qu'il y avait, les écoles, de quoi elles étaient équipées, qui il y avait comme personnel, etc. Ils ont fait vraiment un travail de recensement énorme, alors que là, on a un très gros manque dans les statistiques. La deuxième question, c'est que je reviens aussi au rôle des partis politiques. C'est leur rôle, c'est leur travail de faire et de proposer ce genre de réforme et ce genre de plan. Et c'est à l'État de fournir les informations. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse, mais tous les partis politiques que nous avons, et avec certaines personnalités, se sont toutes préparées à certains moments pour occuper le poste de président de la République, de Premier ministre, de député, de ministre, etc. Et je pense qu'ils avaient pleinement le temps de faire un travail de planification que aucun n'a jamais fait. Voilà. Maintenant, pour revenir aux solutions, donc il y a le plan McKinsey. Bon, je pense qu'il serait possible de l'élargir également à d'autres secteurs que les 6 qui ont été proposés, mais enfin c'est déjà un point de départ. Sur le court terme, il s'agit plutôt à moyen terme, il faut quand même travailler à... C'est difficile de réduire la dette actuellement, mais il est possible d'augmenter, de stimuler la croissance pour que le PIB du Liban augmente et que le poids de la dette par rapport au PIB se réduise un petit peu. Et donc on aura à ce moment-là plus de facilité de financement. Comme mesure à moyen terme, bon, vous avez également les effets du plan CEDRE vont alourdir également la dette, mais qui pourraient être utilisés de manière à stimuler la croissance. Bien sûr, des mesures absolument indispensables, réduire les dépenses inutiles, et il y en a. Mettre un terme à la corruption, ça va être très difficile, mais c'est pas impossible. Et puis, surtout, je pense que si un gouvernement s'attaque, si un gouvernement s'était attaqué à 3 mesures phares dans les 15 dernières années, par exemple l'électricité, parce que l'électricité, ça permet au foyer quand même de réduire, de ne pas avoir recours à un générateur, payer un générateur,
ça permet aux supermarchés de ne pas avoir recours à un générateur, aux hôpitaux, aux écoles, aux universités, etc. Donc c'est quelque chose qui réduit. Donc l'électricité, par exemple, résoudre le problème de l'électricité aurait été un apport important. La refonte de la sécurité sociale pour que les gens n'attendent pas parfois 2 ans pour avoir le régime de retraite et surtout la question du pétrole aussi et du gaz qui dort encore dans les tiroirs. Donc il y a des choses à faire à long terme, à moyen terme, à court terme et j'espère quand même que le mouvement qui est en train de se faire depuis 11 jours va contribuer un peu à réveiller de la léthargie ceux qui auraient dû faire leur travail, qui ne l'ont pas fait. Certains pendant 25-26 ans, certains pendant 15 ans. Voilà. Tout ça, et on ne parle toujours pas de la crise immobilière, du risque de Il n'y a pas de crise dans tous les secteurs. L'immobilier, c'est un secteur. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans l'histoire, ça s'est passé que les fonds ont été rendus, les fonds pillés ont été rendus? Parce que sans ça, je ne vois pas d'avenir. Vous parlez du Liban? Oui, du Liban, les fonds Ah qui non, ont été non, pillés. jamais. Il n'y a jamais eu de... Les fonds qui ont été pillés, quelle idée? C'est le seul espoir, moi, je crois. Au stade où on est, ils ont anéanti l'industrie. Ils ont mis, maintenant, ils veulent hausser les douanes sur les C'est vrai que si je biens prends par importés. exemple le secteur du textile, vous avez raison, le secteur du textile est un secteur qui est quasiment mort, alors que c'était quand même le principal secteur industriel du Liban. Quand Hariri est venu en 2005, quand il était venu, il a baissé les droits de douane sur tous les produits Il a baissé les droits de douane sans à donner, 5% et maintenant il veut les rehausser à 17% alors qu'on est devenu complètement dépendant. sans donner au secteur productif la capacité d'affronter déjà rien qu'avec On n'a pas d'autres moyens. Oui, madame. Ils doivent rembourser aussi. Oui. C'est laquelle? Il faut la guillotine. Par l'offre, quoi? Mais ça fait partie de la planification. Relancer comment, c'est une autre paire de manches. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut relancer la croissance. Après, Mais il y a relancer par le budget, relancer. Ils nous ont mis Ils sont pas, complètement mais à plat. le pire, c'est pas seulement qu'il n'y a rien, le pire, c'est qu'il n'y a pas Il n'y même a rien de prise qui de vient. conscience qu'il doit y avoir. Il doit y avoir, exactement. Dans les deux cas, voilà. Bien. Qu'est-ce qui va se passer avec les banques? Je n'en sais rien. Je ne suis pas banquier. Heureusement, Les banques? heureusement je ne suis pas banquier, sinon j'aurais fait une dépression. C'est le Liban qui fait une dépression. Oui, attendez. La banque seulement. Le rôle de la BDL, alors son rôle a été, comment dire, assez bien soutenu par les banques en général, Court terme. critiqué par certains économistes. Parce que si on regarde le modèle dans son ensemble, on voit quand même que les taux d'intérêt sont assez élevés. On voit que les banques, comme je vous l'ai dit, se font quand même des bénéfices confortables sans prendre de risques. On voit que il n'y a pas beaucoup de frais au secteur productif. Il y en a, mais pas énorme. Il y a quelques initiatives comme BAD et Kafalas, etc. Mais c'est insuffisant pour relancer une économie. Donc, le rôle de la BDL est critiqué par certains économistes qui considèrent que ce n'est pas le rôle des banques et que la BDL aurait pu faire quelque chose pour orienter ces dépôts bancaires vers les investissements requis par le secteur productif. Probablement oui. Maintenant, la BDL ne peut pas non plus elle-même faire une politique économique. Ce n'est pas son travail, elle n'en a pas les moyens non plus. Donc elle doit aussi se débrouiller dans les moyens qu'elle a. Est-ce que ce message de 38% ça concerne uniquement les intérêts des dettes ou bien les dettes plus leur intérêt? Les intérêts C'est uniquement. les intérêts. Et les intérêts uniquement. Excusez-moi. Oui. Ce que je peux dire là, c'est que la Banque centrale peut quand même faire politique monétaire. En face de certaines politiques budgétaires. Il y a une politique monétaire, c'est-à-dire que le fait d'aligner la livre sur $1 égale 1500 livres, ça aussi c'est une chose qui a été critiquée parce que dans tous les pays les monnaies fluctuent. Sauf au Liban, elle est restée quand même pendant 20 ans ou 25 ans. Artificiellement soutenue. Dès qu'on est monté à 1550 ou à 1600, ça a été la panique. Donc il y a une politique monétaire, reste à savoir ce qui est la bonne. Oui. Ce serait bien un peu de parler aussi parce qu'il y a beaucoup d'attentes générales dans la rue à
propos de solutions miracles et comment on va sortir et tout ça. Ce serait bien de parler un peu du timeline, de sortir de ce genre de pétrin. Je ne suis pas dans une fonction décisionnelle pour pouvoir vous donner des réponses. Personnellement, ma conviction personnelle, c'est que je ne vois pas du tout comment on pourrait échapper à une dépréciation de la livre. Je ne vois pas comment on pourrait y échapper. La seule chose que je souhaite, c'est que cette dépréciation de la livre n'enclenche pas, comme dans les années 80, une spirale d'hyperinflation et qu'elle se limite quand même à quelque chose qui reste contrôlable, même si la valeur de la monnaie s'effondre, enfin pas s'effondre, mais disons régresse, qu'elle régresse jusqu'à un stade où elle reste contrôlable. Voilà ce que je souhaite. Mais sans politique monétaire et vision globale, on ne peut jamais arriver. Absolument pas. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est pas une politique monétaire. La politique monétaire est un des instruments de la politique globale. Le problème, c'est que cette politique globale n'existe pas. Bien, je peux prendre une dernière question parce que j'ai une autre intervention dans 10 minutes et j'aimerais bien ne pas m'effondrer entre les deux. Voilà. Monsieur me demande pourquoi la Banque centrale a injecté des livres libanaises. Elle a injecté des livres libanaises parce qu'il fallait financer les dépenses de l'État. Avant, on les finançait par les capitaux qui arrivaient, qui passaient par les banques pour arriver dans les caisses de l'État, dans les comptes du Trésor. Maintenant, cette source de revenus est arrivée. La balance des paiements est déficitaire depuis 3 ans. Oui. Bien, je vous remercie. Et vous faites une bonne soirée. Let's go.